Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique studio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et surtout l'honneur de recevoir à mes côtés Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour Anne. Dont le parcours est un véritable témoignage des accompagnements qu'elle propose. Et aujourd'hui, on va parler de ton expertise. Tu as plus de 20 ans d'expérience en coaching, soins énergétiques et développement personnel. Et puis maintenant, tu es formatrice psycho-spirituelle. Oui. Et tu proposes une approche très particulière qui mélange plein de petites choses dont on va parler dans quelques instants. Et j'ai vu aussi sur ton site internet, alors ça va peut-être déstabiliser quelques personnes, que tu avais 2 doctorats. Oui. Mais pas n'importe lesquels, des doctorats en échec. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça me fait penser au livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, parce que réussir sa vie, c'est un point de vue en fait. Tout le monde ne le voit pas de la même façon. Et un doctorat, 2 doctorats en échec, je trouve que c'est vraiment une belle façon de montrer qu'on peut réussir sans bagage, ce qui est en général la référence, mais c'est pas forcément vrai. L'école de la vie. Voilà, l'école de la vie, tout à fait. Alors, on va parler neurosciences, on va parler spiritualité, on va parler transformation. C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et si tu es d'accord, je vais te poser la première question que j'ai préparée pour toi. Tu as dit que ton chemin n'était pas un hasard. Quel est le moment clé qui a vraiment initié ce chemin et ce rôle de formatrice psychospirituelle ? Alors, j'ai 50 ans et ça a commencé, j'avais 5 ans. Tout ce chemin a débuté grâce à la médiumnité. Donc j'avais 5 ans et j'ai commencé à entendre. Entendre évidemment des voix extérieures et évidemment j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas très accueillant, en tous les cas, avec cette façon d'être et de faire. Et j'ai aussi grandi dans une famille où c'était très difficile, dysfonctionnante également. Et ça m'a appris à voir en fait toute la difficulté des gens, notamment celle de ma mère, puisque elle est dans une très grave dépression. J'ai dû, accompagner mes frères et sœurs, m'en occuper, voilà. Donc ça m'a très vite mis dans la vie, la vie réelle, on va dire ça. Et voilà. Donc j'ai grandi avec cette perception de la difficulté. J'ai eu également un papa qui a fait de la prison. Et ça, c'est important de le dire. Il n'a pas tué, il n'a pas... Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui avait ce truc de faire de la prison. Donc très vite et très rapidement, je suis allée dans les parloirs. J'ai vu ce monde carcéral. Et toute cette difficulté m'a amenée à une chose qui est juste extraordinaire pour moi. Ça a été la tolérance, la compréhension des chemins difficiles. Et ça m'a amenée vers un premier travail que j'ai fait à 23 ans, qui était responsable d'un atelier estime de soi au Resto du Cœur. J'ai fait ce travail-là pendant 7 ans. Ça a été un parcours extraordinaire, riche, parce que très proche en fait de la misère, malheureusement. Et pour moi, c'est formateur parce que ces gens, au quotidien, m'ont formée, on va dire ça. Oui. Voilà comment ça a commencé en fait brièvement, évidemment. Oui. Mais ça m'amène à une deuxième question. Comment, justement, pour aller un tout petit peu plus loin, toutes ces épreuves de la vie que tu as rencontrées t'ont-elles permis ou te permettent-elles encore aujourd'hui d'accompagner les autres ? Si je comprends ta question, en fait, c'est pour moi, aujourd'hui, cette expérimentation que j'ai fait de la vie, me permet d'accompagner les personnes à être eux-mêmes. Voilà, tout simplement. C'est important. Alors, on peut dire, oui, être soi-même, ça veut aussi se dire, on n'est pas obligé de ce fait-là de s'améliorer ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça, en fait. C'est vraiment d'apprendre à accepter
qui on est, tel qu'on est. Voilà. Et ça, c'est vraiment un de mes créneaux. C'est important. On part de qui on est, on s'accepte tel qu'on est. Oui. Et voilà, c'est essentiel pour moi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, on est vite, très très vite dans quelque chose de l'ordre de la performance. Et ça fatigue. Ça fatigue. Et il y a des burn-out, on dit qu'un burn-out c'est professionnel. Pour moi, un burn-out c'est d'abord un effondrement personnel. Et dans le dev perso, en fait c'est ça, c'est toujours arriver à un objectif. Il faut toujours plus. Mais moi, d'avoir grandi dans cette famille, d'avoir évolué dans ce monde professionnel, dans une première partie de ma vie, ça m'a aussi amené à quelque chose, à voir qu'en fait, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oui. C'est-à-dire que si on a beau vouloir des choses mentalement et intellectuellement, si notre système nerveux, si notre fonctionnement de cerveau, en fait, a engrammé des traumas, on peut faire ce qu'on veut, on peut tirer sur les personnes. Et pour imager, c'est comme si on voulait faire pousser une fleur en tirant sur les pétales. C'est la même chose. Et on fatigue les gens, en fait. Oui. Alors, on peut faire des burn-out spirituels ou des burn-out de développement personnel, en fait. De vouloir mettre toujours la barre trop haut et vouloir aller au-delà de nos propres capacités, alors, en fait. Complètement. Et en neurosciences, il y a des études qui ont été faites qui font vraiment voir. Alors, je ne suis pas là pour mettre des termes techniques. J'aime beaucoup simplexifier, comme je dis, prendre les termes techniques et en faire quelque chose d'abordable. Mais ça active, en fait, les mêmes zones dans le cerveau que l'anxiété, par exemple. Le fait d'être toujours dans cette performance. Et on est toujours à regarder comment on peut faire plus. Alors que moi, en tous les cas, dans ma manière d'accompagner, c'est comment on peut être mieux. D'accord. Et alors, avec quels outils tu travailles pour amener les personnes à cette transformation ? Alors, comme tu l'as dit dès le début, j'ai ce côté spirituel, je t'ai parlé de la médiumnité. Alors, je ne peux pas aujourd'hui, je ne fais plus de médiumnité en rendez-vous individuel, mais je ne peux pas occulter le fait de l'être. Je vais l'expliquer et ça va prendre sens dans mes accompagnements. J'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. J'avais quasiment 2 ans d'attente sur mon agenda. Mais du jour au lendemain, j'ai voulu arrêter parce que ça ne responsabilisait pas les gens. Voilà, il y a des personnes qui le font et qui le font très bien, il y a de l'offre, il y a de la demande. Mais en tout cas, moi, je ne m'y retrouvais plus. J'avais envie de faire en sorte de responsabiliser les gens sur leur parcours. Et donc aujourd'hui, mes accompagnements, j'ai envie de dire, ce ne sont pas mes accompagnements, ce ne sont pas les gens qui doivent s'adapter à mes accompagnements. Ce sont mes accompagnements qui s'adaptent aux personnes grâce justement à cette médiumnité, grâce à tout ce qui va être au terme de l'énergie, la neuroscience, le fait aussi de travailler sur le système nerveux, parce que je suis neuropraticienne. Alors ça fait, j'aime beaucoup en fait réunir les deux aspects. Il y a tout ce qui est médiumnité énergétique, et puis de l'autre côté il y a quelque chose de très très scientifique avec la neuroscience, parce qu'en fait ce sont tous des pans qu'il faut prendre en compte en fait pour accompagner la personne dans sa globalité. Et je suis descendue dans le corps également, parce que grâce à la maladie. Que j'ai aussi. Donc, j'ai appris également à comprendre qu'effectivement, intellectuellement, on peut vouloir des choses, spirituellement, on peut aussi faire des choses pour évoluer, mais si, le corps ne fonctionne pas comme il faut, c'est-à-dire en termes d'énergie, parce qu'on ne peut créer que depuis l'énergie, et je ne parle pas d'énergie spirituelle, je parle d'énergie vraiment... physique, on ne crée rien du tout, sauf le chaos, parce qu'on se fatigue. D'ailleurs, tu parles d'incarner pleinement sa puissance. Alors, ça signifie quoi de ce fait exactement, d'incarner sa puissance ? Parce que ça me fait penser à cette question dans ce que tu dis. Alors, incarner sa puissance, pour moi, c'est simple, c'est arrêter d'externaliser les choses. Alors, quand je parle d'externaliser, c'est-à-dire, on va toujours voir des personnes pour qu'elles nous disent... je parle des thérapeutes, et c'est très bien d'aller voir des thérapeutes. Pour moi, le thérapeute doit se consulter pour le comment.
Oui. Mais le qui, c'est à la personne de savoir qui elle est. Et c'est elle qui doit le découvrir. Moi, et c'est vraiment mon créneau dans mes accompagnements, c'est que les personnes apprennent elles-mêmes qui elles sont, pour ensuite aller consulter et puis avoir la chance de rencontrer des thérapeutes qui sont excellents, il y en a énormément, sur le comment on peut. Et là, on retrouve sa pleine puissance parce que la problématique, c'est que tant qu'on ne sait pas vraiment qui on est, Oui. Et d'ailleurs, dans le développement personnel, on va aller travailler sur ça, sur les valeurs, les besoins, etc. Mais j'aime aller dans la profondeur. Et du coup, tu vois, on va parler de valeurs, on va parler de besoins, mais sur qui on pense être, pas sur qui on est vraiment. Oui. Donc déjà, c'est baser, c'est construire une identité sur quelque chose qui est un peu... C'est comme les fondations d'une maison. Hein. Si c'est pas solide, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, tu travailles avec les héritages, ce que l'on pense de soi par rapport à une enfance qu'on a vécue ou à un environnement dans lequel on était. Et ça peut engendrer des fausses croyances bien ancrées, parce que, mine de rien, elles sont quand même souvent bien ancrées, les fausses croyances, mais ce sont des fausses croyances. Et avec ce travail, on peut découvrir qui on est vraiment. Oui, complètement. Alors, les fausses croyances, elles ont été vraies arrivées à un moment. Et elles nous ont beaucoup protégés. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Tu parlais des preuves dans l'enfance. Quand on est enfant, on n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe, ni les ressources, tout simplement parce que notre cortex préfrontal n'est pas encore mature. Il n'existe pas, du coup, le discernement, il n'y a pas. Ça, on l'a en tant qu'adulte. Et c'est toute la grande chance qu'on a de se faire en tant qu'adulte. Et c'est ce qui m'a aidée, moi, parce que j'ai vécu des choses compliquées, comme par exemple être abusée pendant 1 an par un instituteur. Donc, c'est sûr que j'avais 7-8 ans, et c'est sûr qu'à cette époque, compliqué de savoir en faire quelque chose. Par contre, à l'âge adulte, grâce à ce cortex préfrontal, qui est l'intelligence, on va dire ça, ça m'a permis d'aller changer, de dépolariser en fait ce que j'ai vécu et de changer le souvenir. Ça ne change pas les faits. Non, oui. On ne change pas ce qui s'est passé. C'est passé, oui. Mais on peut changer en fait la perception et aller faire quelque chose que j'adore faire aux personnes, c'est la quête de sens. Ça ne veut pas dire qu'on excuse. Ça veut dire que j'ai décidé d'avancer, en fait, et de créer ma vie. Pas depuis, en fait, cet épisode. Il y a très, très longtemps, je parlais encore de trauma. Aujourd'hui, plus du tout. D'accord. Une façon de transformer la perception. Ça permet... Tu sais, Anne, dans la vie, c'est à 2 façons de faire. Ou tu choisis, ou tu subis. Voilà. Et moi, j'ai décidé de choisir toute ma vie. Parce qu'en plus de m'avoir, pour cette personne-là, pris 1 année de ma vie, j'avais pas envie qu'elle me prenne aussi tout le reste de ma vie. Comme ce que j'ai pu vivre enfant, tu vois. Mais il faut avoir une sacrée force de caractère pour réussir à un moment donné à se dire je prends les rênes, je prends en main les rênes de ma vie, en fait. Et bien ça, tu vois, c'est aussi grâce à l'enfance difficile que j'ai eue. J'ai énormément de respect pour mes parents. Ils ont fait comme ils ont pu. Ce sont aussi eux-mêmes des enfants qui n'ont pas été, comme on dit, co-régulés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Voilà, tous les 2 ont été placés. Mon père était SDF à 15 ans. Comment veux-tu apporter les bons... C'est difficile. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de les voir comme des humains à part entière, pas comme père et mère. C'est comme ça que j'ai réussi à avancer. Et je les aime plus que tout et je ferai toujours tout pour eux. Mais de les voir comme des enfants aussi qui ont souffert. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça m'apporte en fait cette facilité pour passer à autre chose. Tu vois, cet instituteur, c'est quelqu'un, je l'ai dit... Bon, peut-être pas dans les premières années de ma vie, jusqu'à, on va dire 25-30 ans. Mais après, je l'ai toujours dit, si je revoyais cet homme-là, je le prendrais dans mes bras. Ça peut être compliqué à entendre pour quelqu'un qui vit les mêmes choses. Mais c'était, justement, cet aspect spirituel,
cette façon de voir les choses m'apporte vraiment, ce truc de dire faut tendre l'autre joue. C'est pas l'autre joue pour dire de recevoir la même chose. C'est de tendre cette joue spirituelle qui dit que effectivement cet homme-là n'est pas né comme ça. Oui. Tu vois, et ça c'est important pour moi. Et tout le long de mon parcours, encore aujourd'hui, ce qui m'a aidée et ce qui fait en sorte, c'est la foi. Et grâce à tout ce que j'ai vécu, pour répondre à ta question, grâce à tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a donné cette capacité justement à avoir ce côté battante. Oui. Et c'est ce que j'amène aujourd'hui aux personnes, parce que tout le monde n'a pas ce côté. Et c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que chacun a son histoire et on fait comme on peut. On fait comme on peut, oui, c'est sûr. Mais c'est une force pour nous-mêmes, de toute façon, de réussir à... avec beaucoup de respect dans ce que je vais dire, mais c'est une force atteignable, sincèrement, je le pense aussi, de réussir à... je ne sais pas si on peut dire prendre du recul ou se détacher, mais en tout cas, et c'est vrai que ça n'excuse pas forcément ce qui s'est produit, mais comprendre, ça libère et ça permet d'avancer. Pas faire de ces traumatismes ou épreuves notre résidence pour la vie, quoi, en fait. Et ça fait partie de la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est de retrouver sa souveraineté, en fait, tu vois. C'est ça, c'est une manière de se libérer. Si on fait quoi aujourd'hui ? Tant que je ne me suis pas considérée... en fait, c'est simple. C'est se reconnaître en tant que victime est différent de victimisation. Tout à fait. C'est-à-dire que dans mes accompagnements, quand je parle de victimisation, les gens, ils prennent... Ça peut être violent. Parce que c'est comme si, en fait, je disais, en fait, tu te victimises, et du coup, je diminue, j'éteins un peu ce que tu as vécu. C'est pas ça du tout. Moi, je me suis reconnue en tant que victime dans tout ce que j'ai traversé dans ma vie, mais je me suis pas victimisée. C'est-à-dire qu'arrive un moment, on en parle, ok, c'est là, mais c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Parce que tout le temps que j'y pense, je perds mon énergie. Et c'est l'énergie que je peux pas mettre dans comment je crée ma vie, en fait. Ça va interpeller, je pense. Et de ce fait, on a parlé neurosciences, l'intelligence émotionnelle aussi. Comment tu combines les neurosciences, les émotions, les émotions, alors traumatisme encore, tu vois, les résurgences de tout ce qu'on a traversé dans ton accompagnement. Comment tu combines les deux pour permettre aux personnes qui viennent te voir Alors déjà, tu vois, dans ma façon de faire, je me dis pas, où je fais de la neuroscience, où je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener les gens à aller consciemment, aller chercher les choses inconscientes, mais toujours de manière consciente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est eux-mêmes qui remontent les choses à hauteur de ce qu'elles sont en capacité. Parce que tout ce qu'on n'est pas capable de traiter, ça ne ressort pas. Ou alors il faut faire partir dans des techniques d'hypnose et chercher plus profondément. Et même encore, oui. Mais voilà, et de ce fait-là, moi, c'est ce qui m'intéresse. Une fois que c'est là, je fais de la reprogrammation, de la redirection, d'accord ? Et ce côté aussi énergétique, médiumnité, fait que je sais exactement là où la personne doit aller pour comprendre certains axes de sa vie. Et on y va tout doucement, et il y a des transformations qui sont juste extraordinaires. Alors, de ce fait, tu réponds à la question suivante sans même que je la pose. Est-ce que j'allais te demander si c'était une formation tout le temps la même pour tout le monde ? Et en fait, non. C'est super... tu t'adaptes complètement à chaque fois. C'est un groupe, c'est un groupe, voilà, ce sont des groupes, mais chaque personne, je vais lui donner ce dont elle a besoin exactement. Et ce qui est incroyable, parce que le champ est intelligent, on va dire ça, ce sont toujours les 3-4 premières personnes qui s'inscrivent dans mes accompagnements qui déterminent
j'ai envie de dire, la base de mon accompagnement. D'accord. C'est-à-dire qu'elles s'attirent toutes avec la même problématique. Et il y a des résonances incroyables. Ah oui. Ça, c'est incroyable quand même. Oui. Oui. Et ça fait des années et c'est juste exceptionnel de voir autant de personnes avancées comme elles le font. Alors, chacun entre avec une idée de ce qu'elle pense, ce qui pour elle en fait serait l'idéal, c'est-à-dire qu'on va rentrer en se disant oui, moi je veux faire ton accompagnement parce que ça. À chaque fois, je dis aux gens, à partir du moment où on pense que c'est ça, c'est qu'on est complètement hors sujet. D'accord. Donc les gens entrent et je les laisse entrer avec ça. Donc effectivement, elles vont avoir satisfaction sur ce qu'elles veulent, mais elles vont se rendre compte à quel point c'est complètement ailleurs le sujet. Et j'ai un exemple extraordinaire qui est d'une femme médecin. Alors, je dis médecin parce que ça a son importance. Médecin avec une spécialité gynécologie et obstétrique. D'accord. Elle m'appelle et elle veut intégrer un de mes accompagnements. Et je lui dis, OK, on est au mois de mai. Je lui dis, OK, ça commençait juste au mois de mai, ça se terminait en février. Elle me dit, je veux faire ton accompagnement parce que je veux vraiment réparer et comprendre pourquoi j'ai un lien toxique comme ça avec ma mère, ça me bouffe, etc. Je lui dis OK. Et donc, on parle un peu et elle me dit, avec mon père, par contre, je ne veux plus en parler, il n'existe plus pour moi. J'ai dit d'accord. Puis elle m'explique aussi qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce que ses ovaires ne vont pas bien et que son mari, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas comme il faut. Et je lui dis OK. Et je lui dis, mais sache qu'avant la fin de l'accompagnement, tu mangeras avec ton papa et tu seras enceinte. Waouh. Donc elle m'a dit, j'ai confiance en toi, mais là quand même, c'est juste pas possible. Eh bien, elle était enceinte de mi-février, et l'accompagnement s'est terminé fin février, début mars, et elle a mangé au restaurant avec son papa. D'accord. Et évidemment, les liens avec sa maman se sont largement améliorés. Et voilà. Et donc, pourquoi c'est intéressant quand je dis médecin avec gynécologie obstétrique, c'est que du coup, ça veut dire que les femmes qu'elle accompagnera, ou qu'elle accompagne depuis ce moment-là, elle sait très bien que le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'est pas que physique. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cette personne ? Qu'est-ce qui a changé ? Mais la première des choses, c'est que puisque la problématique était avec sa maman, et quand elle parle, elle disait maman, pas ma mère, un enfant, ça n'enfante pas. Donc, tant qu'elle était positionnée en tant qu'enfant de sa mère, avec ce lien, elle ne pouvait pas enfanter, en fait. Oui. Et ça, comme tu dis, oui, il fallait qu'elle prenne conscience de ce blocage inconscient pour pouvoir le débloquer. Ouais. Et ça, c'est des exemples comme ça, c'est juste extraordinaire. Ah bah oui, puis il est vraiment bien concret entre le côté neurosciences, ce qui se passe dans notre cerveau, et le côté... alors, spirituel, pas forcément, mais... la personne elle-même, elle se transforme là, véritablement. Mais spirituel aussi, parce que la spiritualité, c'est ça, c'est le cheminement vers soi, en fait. Oui. C'est impressionnant, quand même. Alors, c'est ouvert absolument à toutes les personnes. Est-ce qu'il faut des prérequis ou est-ce que comment tu sais si une personne est prête à suivre tes accompagnements ou sinon elle l'est pas ou... Alors, une personne qui va être prête à suivre des accompagnements, mais d'une manière générale, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, si elle le veut vraiment. Mais à la base, les personnes le veulent vraiment. Oui. C'est juste qu'il y a énormément d'autosabotage qui viennent de diverses, base, on va dire ça, racine. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être, de cette peur aussi de changer. Parce que quand on vient... le cerveau est orienté survie. À partir du moment où on entre dans un cheminement vers soi, où on va travailler, j'aime pas ce terme-là, mais on va cheminer vers soi. J'aime pas le terme travailler sur soi, ça veut pour moi dire pas grand-chose. En tout cas, cheminer vers soi. C'est aussi en arrière-plan, dans le subconscient, quelque chose qui travaille sur si moi je change, comment ma famille va le prendre. Je prends le risque d'être rejetée, je prends le risque avec mon mari que ça n'aille plus. Et ça, c'est compliqué. Le cerveau va toujours et sera toujours orienté en premier vers la survie et ensuite la vie.
Donc, c'est pour ça que quand je propose mes accompagnements, je les commence bien avant, c'est-à-dire que la préinscription, il y en a toujours quelques mois avant, pour bien laisser la possibilité à la personne de rester dans un premier temps dans cet inconfort, parce qu'il y a déjà des choses qui vont changer. Et voilà. Mais en général, quand les personnes viennent à moi pour me demander, si elles me disent oui, mais 2 fois, je leur dis que c'est pas possible. Parce que le oui mais c'est quoi alors pour toi? Oui, mais en fait, c'est des excuses. Et elles sont légitimes, je l'entends. Donc, j'ai pas... les gens changent pas quand ils en ont marre, hein. Ils changent quand ils en ont marre d'en avoir marre. Ouais, mais il faut qu'il y ait un gros degré de... Ouais. Et aujourd'hui, les personnes ont une capacité à gérer la merde qui est exceptionnelle. Hein. Par contre, aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus aligné avec qui on est, en fait, c'est paradoxal, mais ça vient activer des choses en soi qui font... c'est pas normal. Aujourd'hui, dans la société, c'est simple. Toutes les têtes qui dépassent, c'est coupé. C'est-à-dire, dès lors où tu vas pas penser de la même manière que tout le monde, en tous les cas, tu le dis haut et fort, tu vas être la personne à abattre. Il faut avoir les épaules pour, il faut être en capacité d'assumer ça, et tout le monde ne l'est pas. C'est normal, survie de l'espèce. À la base, c'est très archaïque ce que je vais dire, mais on a un cerveau reptilien, c'est lui qui dirige tout quand il y a un état de stress, quand il s'agit de la survie, quand il s'agit du rejet, parce que le rejet, systématiquement, c'est archaïque, mais ça veut dire la mort. Voilà, pour le cerveau, ça veut dire ça. Du coup, il va se mettre en protection, il se recule, courage fuyons. Et il va inventer toutes les excuses inimaginables pour ne pas y aller, quoi, en fait. Hein. Les enfants, le temps... voilà. Et en général, je leur dis tout le temps, je le sens déjà dans la manière de parler, parce que quand ils parlent, par exemple, de participation à tout ce qui va être atelier, formation, encore une fois, que ce soit avec moi ou avec des autres personnes, moi, j'ai plus à cœur que les personnes aient ce dont elles ont besoin. Avec moi ou quelqu'un d'autre, ça m'est égal. Mais, comment dire, elles vont, comment dire, organiser leur... comment je pourrais expliquer le fait de pas pouvoir. Et quand elle me parle, par exemple, d'argent, eh ben, si elle considère qu'investir en soi, c'est une dépense, et ce n'est pas investir en soi, je sais déjà que c'est compliqué. Je forme à la lecture d'âme. C'est quelque chose aussi de très spirituel, et je vais savoir comment les personnes pensent dans leur intellect, comment les personnes vont penser dans leur ego, comment elles pensent, comment elles sont dans leur cœur, leur âme, et comment elles font sur Terre. Et donc, c'est hyper facile pour moi. En fait, je tourne les discours, pour les sécuriser un maximum, parce qu'on n'accompagne pas tout le monde de la même manière. Non, c'est certain. Et ça, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Tu vois, dans le développement perso, tout part toujours d'une très, très bonne intention. Tout, à la base, c'est toujours bienveillant. Mais il y a quand même quelque chose à... Et moi, sur mon chemin, je l'ai beaucoup vu, notamment quand j'étais au Resto du Cœur. Il ne s'agissait pas de dire « oui, lève-toi ». Ce coaching à la Rocky Balboa, vas-y, fais. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on accompagne les personnes avec qui elles sont, déjà dans un premier temps, qui elles sont dans l'identité qu'elles ont construite autour de leur famille, voilà, qui elles pensent être. On va déconstruire un petit peu ça pour aller retrouver qui elles sont vraiment profondément. Et là, après, tu peux créer ce que tu veux. Mais d'abord, j'ai cette phrase qui est très importante, qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin, sur le chemin de l'amour, on va dire ça, l'amour de moi-même, on va dire ça, pas du côté narcissique, mais d'accepter tel que je suis. En fait, j'ai surtout appris à ne pas être aimée. Et ça, c'est un vrai travail. Ah oui, parce que un élément très dévastateur, c'est la peur du jugement, hein. Ça, c'est terrible, en fait. C'est le rejet. Donc, en fait, on génère autant de stress, d'anxiété que
On n'est plus nous-mêmes quand on a peur du jugement, hein, c'est vrai. Et tu vois, au niveau du cerveau, ce que ça peut procurer, alors pour les personnes qui ont déjà bu plus que de raison, on va dire ça, quand on est éméché, on va dire ça, il ne te reste plus que 40% de discernement de ton cerveau. Eh bien, le stress, ces angoisses-là, c'est la même chose. Oui, oui. Il nous reste que 40% de discernement. Donc, dans ces cas-là, en fait, on fuit. Voilà, simplement. On fait en sorte on a des comportements qui sont... Après, une fois qu'on retrouve la raison et que, de nouveau, que le cortex retravaille avec nous et tout ça, on se dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça Mais en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas en manque de discernement à ce moment-là. Et réussir à être désinhibé sans l'aide de l'alcool ou autre drogue, c'est quand même mieux d'être aligné avec soi et d'avoir, de trouver notre vrai soi pour... Parce que vraiment, le jugement des autres, ça, c'est terrible dans la vie. Ça bloque considérablement j'allais dire compétences, mais les envies, les projets des uns et des autres... dès qu'on a peur d'être jugé, ça meurt dans l'œuf, parfois. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et archaïquement, encore une fois, tu vois, ça fait partie d'une seule chose. Survie de l'espèce. Ouais. Et c'est même très paradoxal, d'ailleurs, parce que la survie de l'espèce, on a envie de faire des choses et souvent on se dit mais pourquoi je n'arrive pas à le faire quand même, à réussir à faire un effort ou réussir à me dire que c'est pas grave. Comprendre que c'est parce que notre cerveau il veut nous protéger, c'est parfois c'est pas compréhensible en fait. Non, du tout. Mais tu sais, tu parles de cerveau et je te dirais même, ça dépend comment on a été encodé dans l'ADN. Parce que dans mes accompagnements, et surtout en 2026, je vais axer sur ça. C'est-à-dire que dans ton ADN, tu as également toutes les mémoires on va dire de l'humanité aussi, tu vois, de ta lignée, etc. Et ça va jusque-là. Donc, c'est pas facile, en fait, de sortir de ça, d'être soi. Tu vois, t'es là, et puis tu as des couches autour, tu vois, tu as la matrice familiale, sociétale, la culture du pays, tu as tout ça. Il faut exister, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Mais c'est faisable. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est de dire, arrivé à un moment, j'en ai marre, en fait, de la vie que je vis. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a une faculté incroyable à gérer tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, combien de personnes, et moi aussi, puisque quand tu vis des traumas, ça devient... Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup de dissociation. Tu vois, c'est-à-dire que il s'est passé des choses dans ma vie, eh bien, je me dissociais pour pas souffrir, pas ressentir, etc. Et beaucoup de personnes sont dans cette dissociation. Oui. Alors aujourd'hui, la conscience et le travail a fait que, évidemment, c'est plus le cas. Et encore, je dis ça, mais dans le futur, est-ce que si je vis encore des choses compliquées, il n'y aura pas cette dissociation, enfin bref. Mais voilà, c'est important de comprendre qu'on gère super bien ce qui est négatif. Oui, le cerveau est orienté négatif parce qu'il est orienté survie. Oui. Mais c'est pas facile à comprendre, en fait, quand même. Non, c'est pas facile à comprendre. Mais quand on a compris ça, alors, la compréhension, c'est intellectuel. C'est de se dire, maintenant, il faut que je passe à qu'est-ce que je fais pour arriver. Et c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je vois énormément d'apprenants avec moi. Et depuis des années, là, j'ai des personnes qui sont avec moi depuis peut-être 4-5 ans, qui à chaque fois empilent sur des nouvelles formations, parce qu'à chaque fois, ça devient avec une étape. Alors, j'aime pas parler d'étape supérieure du tout, c'est pas ça. C'est que, en toute logique, quand on arrive au collège, tu passes pas de la 6e à la 3e. Il faut que tu aies la 5e, la 4e pour comprendre la 3e. C'est tout à fait normal. Mais ils ont vécu, ça n'a pas été simple tout le temps. Mais il faut accepter, en fait. Il faut accepter d'être confronté à ces parts sombres. Et ça... Avoir les nez dans le caca, c'est pas marrant. C'est beaucoup plus facile de faire « j'ai pas vu ». Parce que tu vois, aujourd'hui, dans la spiritualité, partout, en fait, on ne parle que de
cette lumière, cet amour, l'amour inconditionnel, où il faut, faire voir que son côté lumineux. Mais ça, c'est super sympa, l'aspect lumineux. D'abord, si on n'était que lumière, je vois pas ce qu'on ferait sur Terre, du point de vue spirituel, tu vois. On est venu pour incarner, mettre en matière, et ça, notre part sombre. Comment j'arrive à transcender ces parts sombres, comment j'arrive à être, à devenir meilleure pour moi, et du coup pour les autres, parce que la part sombre, les parts sombres, tout le monde en a. Les personnes qui disent qu'ils n'en ont pas, elles sont plus dangereuses, parce qu'elles n'ont pas conscience. C'est important de connaître ces parts sombres. C'est vrai. Et de les accepter. Tu vois, c'est dans mon discours quand je dis, voilà, il faut vraiment s'accepter tel que l'on est. Et ben, c'est avoir la conscience qu'on a tous des parts sombres. C'est un peu quand on dit, oui, son ennemi, il faut l'avoir en dessous, sous le coude. Tu vois, être à côté. Et c'est la même chose. Voilà. Moi, je connais mes parts sombres. Et ma lumière vient, on va dire, les mettre à égalité, on va dire ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à être meilleur. Tant qu'on laisse sous le tapis les trucs qu'on ne veut pas voir... Il faut aller voir un thérapeute, un psychothérapeute, suivre des accompagnements comme ça pour transcender ces parts sombres que l'on a en soi. Il y a très longtemps, on disait « je ne vais pas voir un psy parce que je ne suis pas fou ». Moi, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour se prendre en charge, pour nous-mêmes, mais aussi, pour notre famille, pour les gens qui vivent autour de nous. On pense certainement qu'on fait les choses à la base, on les fait certainement pour soi, parce qu'on est perturbé par plein de choses, et nos ombres aussi. On n'a pas forcément conscience tout de suite que quand on se découvre et qu'on dépasse tout ça, on est meilleur pour nous-mêmes, mais on est meilleur aussi. Enfin, meilleur, on rend la vie plus facile aussi aux personnes qui nous entourent, parce qu'on n'appréhende plus les choses de la même façon. Et surtout, l'autre ne devient plus notre miroir. Parce qu'à partir du moment où on rencontre des problématiques, quand il y a une problématique au travail, dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans les relations, il arrive un moment, le dénominateur commun, c'est soi. Donc, quand on ne comprend pas les choses parce qu'il y a une situation qui nous est renvoyée dans un domaine, et qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, tu entends beaucoup ce genre de choses, à dire « Ah ben non, mais je vibre plus avec elle, je vibre plus avec lui, c'est tout, chacun son chemin. » Autrement dit, moi je m'éveille, elle s'éveille pas. Déjà, je trouve que c'est loin d'être spirituel, d'avoir ce discours-là. Et de ce fait-là, en fait, on met la problématique sous le tapis. Mais il y a un autre domaine où ça va de nouveau éclore, parce que de toute façon, ça doit être travaillé. Et quand on ne comprend pas par les petites claques, il y a des scuds qui arrivent. Et boum. Et après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ou souvent, le discours de certaines personnes, c'est dans une vie antérieure, j'ai vraiment dû pas être sympa. Ouais, ok, mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? Parce qu'on est la totalité de tout, quelles que soient les croyances. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui croient autant aux fées, qui croient en rien du tout. D'ailleurs, dans des conférences, je développe 2 aspects pour m'adresser à tout le monde. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va me parler d'aura. Moi, je me souviens que dans une conférence, il y a un monsieur qui ne comprenait rien du tout. Il était venu parce que sa femme l'avait traîné, mais il ne comprenait pas. Et pour lui, le concept aurique, l'aura et tout ça, c'était vraiment... Eh bien... je vais développer l'aura comme le champ électromagnétique, tu vois. Et donc, c'est important, cet aspect scientifique pour m'adresser à plus de monde. Alors, on a beaucoup parlé spiritualité. Et en quelques mots, comment tu peux définir Comment je peux me définir Comment tu peux définir la spiritualité, justement ? Définir la spiritualité... Parce qu'il y a des amalgames, je pense. Oui. En fait, la problématique déjà dans la spiritualité, c'est que nous, en Occident, c'est quelque chose qui a été importé, tu vois. Et du coup, dans d'autres pays, ils naissent avec la spiritualité. Et enfin, il n'y a même pas de sujet. Ils ne parlent même pas de spiritualité. Ils n'en parlent pas, ce mot-là. C'est nous qui l'avons inventé. Oui. Parce que c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose, ils ne se posent pas la question. Nous,
Beaucoup, parce que c'est importé et on est beaucoup dans le faire. Et pour moi, la spiritualité, c'est être. Oui. C'est comment je suis, comment je chemine, comment je me comprends. Parce que combien de personnes vont, je sais pas moi, faire une méditation à 9h du matin, à midi, vont aller faire de la sylvothérapie, vont parler de pierre, et puis à 17h, le voisin il aura garé sa voiture un peu trop près du garage et ça va être... En fait, il y a une dissonance. Oui, complètement. Donc la spiritualité, c'est comment je suis à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, on parle toujours de troisième œil. Alors moi, je suis... à chaque fois, je suis étonnée, mais je respecte toutes les façons de voir et de parler. Mais quand les personnes me disent « je suis allée faire un soin énergétique pour m'ouvrir mon troisième œil », moi, je m'interroge parce que déjà, c'est quelque chose qui est lunaire pour moi d'entendre ça. Mais le troisième œil, c'est quelque chose qui est... dans, comment dire, symbolique, on va dire ça, un œil qui est retourné, mais à l'intérieur de soi. Voilà, comment j'arrive à me regarder, qu'est-ce que je fais des expériences que je vis, comment j'avance après. Moi, je sais que s'il y a des personnes qui me heurtent, par exemple, si j'entends des choses qui me touchent, parce qu'en fait, on a beau avoir... on travaille toute sa vie, on chemine toute sa vie sur soi. Parce que ça, c'est pareil, quand les personnes me disent « oh oui, moi, j'ai travaillé sur moi, sur tel ou tel sujet », quand on est dans le confort, et on s'arrange tous pour être dans le confort, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ça va bien, et tout va très bien. Mais quand on change d'environnement, c'est... en fait, on se reprend des choses en pleine figure. De toute façon, on apprend jusqu'à notre dernier jour. Et c'est ce qui est génial. Oui. Je trouve. Je trouve que c'est important. Ça me fait penser à responsabilisation. Le fait, alors, je rebondis sur le troisième œil, le retourner et effectivement aller voir en soi ce qui se passe, parce que c'est facile de toujours dire éventuellement c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui. Mais si, en fait. Si, en fait, c'est te dire quand il se passe quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas facile parce que quand on vit un épisode de stress, quand on a une peur, quand on est dans l'angoisse, tu vois, on est coupé, comme j'expliquais tout à l'heure, et tu n'as plus le discernement. Compliqué. Alors, tu vois pas les choses de la même manière. Et donc, on fait comme on peut sur l'instant. Mais par contre, après, quand on prend de la hauteur sur la situation, c'est de se dire, en fait... je donne un exemple très simple. Si un jour tu reçois... Là, on arrive dans une période où il va y avoir... où c'est festif. Tu te dis, je vais recevoir, admettons, un courrier d'huissier. Tu ouvres le courrier, tu vas en avoir après la terre entière, tu vois, parce que tu n'as pas payé... c'est un procès qui a augmenté. Et voilà. Mais à la base, c'est peut-être parce que tu n'as pas mis un seul euro dans le rodateur. Donc, ce n'est pas la faute de l'huissier, ce n'est pas la faute de qui tu veux. C'est où j'ai été mettre, quelle action. Et on a tous, c'est ce que, au tout début, on en parlait, et voilà, la responsabilité, ça ne veut pas dire culpabilité. C'est une nuance importante. Très importante. Oui, tout à fait. Quand tu comprends ça, tu prends plus facilement ta responsabilité. Tu crées plus de nous, tu crées plus de liens aussi avec les autres et on arrive à s'entendre. Au lieu d'être contre tout le temps. Voilà. Après, j'ai toujours cette tendance à dire, avec les gens dont on s'en fout, clairement, là les gens font comme ils veulent. Mais quand tu es dans ton cercle intime, familial, travail, etc., est-ce que ça vaut pas plus le coup de préserver le lien plutôt que d'avoir raison? Complètement. Ah oui, alors là, tu prêches une convaincue. Voilà, tu vois, le lien est important. C'est de te dire, qu'est-ce qui est important avec cette personne-là? Est-ce que c'est le lien au final? Et c'est ça aussi, cheminement, tu vois, en soi, pour reprendre ce mot que tout le monde parle, travail sur soi, c'est ça, c'est de se dire, j'ai ce recul, j'ai cette spiritualité, tout ça. Donc et c'est en faisant ça qu'on a une exemplarité. Et donc on ne dit pas aux gens comment il faudrait faire, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup comme ça, c'est de dire comment il faut faire. Mais c'est comme un enfant, il va répondre à ce qu'il voit.
qu'est-ce qu'il a comme exemple. Oui. Et on invite les gens à faire la même chose, du coup. Alors, c'est vrai qu'on fait les choses pour notre environnement proche, mais réussir à se développer soi, se comprendre mieux et se transformer, parce que c'est le but et c'est tellement formidable de réussir à dépasser ça, à transcender des choses, je sais pas, par exemple, avant, on aurait été colérique, rentré dedans tout de suite, et puis avec une recherche de soi à l'intérieur, on se rend compte que d'abord on comprend pourquoi on est comme ça et on le dépasse, mais ça a aussi un impact sur beaucoup plus largement que notre noyau intime en fait, parce que on devient, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, l'exemple. Et parfois, on n'a pas besoin de dire à une personne que l'on ne connaît pas du tout, faudrait pas que vous fassiez ça, ou si j'étais vous, je ferais autrement. Juste être. Et c'est une petite graine semée, et des fois, ça a un impact incroyable. Ça peut aussi changer une attitude rien que par un comportement qu'on a nous, parce qu'on a réussi à changer quelque chose. Ouais, et tu vois, dans la vie de tous les jours, un truc hyper simple que j'ai encore vu hier, et en fait, ça s'appelle juste de la conscience. C'est-à-dire faire attention à la vie. La vie, aujourd'hui, on la survole. Tu vois, avec le temps, tu as l'impression que les gens vivent le temps plus... tout passe plus vite, ils ont le temps de rien, etc. Et hier, donc, je suis dans une rue principale et il y a plein de priorités sur la droite. Et franchement, il y avait beaucoup de monde. Et donc, j'arrive, je laisse passer la voiture sur la droite, ce qui pour moi est normal, et alors que celle de devant ne l'avait pas fait. Et en fait, tous les petits actes de la vie, pour moi, on en apprend. Parce que j'ai laissé passer la personne sur la droite, bien qu'elle avait un stop. Tu vois, c'est pas. Mais je l'ai laissé parce qu'il y avait du monde. Eh bien, j'ai regardé dans mon rétroviseur, celle de derrière, elle l'a fait. Et comme celle de derrière, elle l'a fait, celle après, elle l'a fait. Tu vois. En fait, c'est vraiment par ricochet. Et c'est pourtant, c'est un simple geste de la vie. C'est pas grand-chose, et ça peut paraître complètement anodin, mais c'est vrai que... Et tu vois, ça, quand tu es dans un embouteillage, au lieu de pester, moi, je vais aller chercher ce genre de petite satisfaction, et ça me remplit le cœur, en fait. Complètement. C'est un détail, mais c'est juste de la conscience, parce qu'on parle toujours aujourd'hui de pleine conscience. C'est juste un exemple, ça. Voilà. C'est pas le tout de dire je fais un travail sur moi, ou je fais des choses de pleine conscience, ou tout ça. Oui, mais il faut... La pleine conscience, c'est pas l'heure où tu fais de la méditation, du mindfulness et tout ça, c'est pas ça, c'est toutes les autres heures. Bien sûr. Tu dois te servir de ça, en fait, du bien-être que tu as quand tu fais une pratique, et de la distribuer, de la refaire tout le long de ta journée, en fait. Rien qu'un sourire. C'est magique. C'est vrai que c'est magique. Ça vaudrait le coup juste de le tester, en fait. Les personnes, il n'y a aucun jugement de ma part, mais je pense, il se reconnaîtra, je pense à quelqu'un que je connais très bien, qui râle beaucoup en voiture. Et souvent, je lui dis... la personne après qui tu râles, elle n'entend pas, parce que dans la voiture, c'est moi qui suis à côté de toi. Et un sourire, ça donne beaucoup plus de résultats que de râler, et même pour soi-même, parce que râler, être en colère ou autre, c'est pas bon pour la santé. Tu vois, non, les petits non, surtout qu'il faut 5 heures pour l'organisme, pour éliminer ne serait-ce que 5 minutes de colère. Il faut 5 heures pour retirer le cortisol. Vraiment, donc le système immunitaire, il est hyper épuisé. Donc il faut faire hyper gaffe, on va dire ça. Et c'est vrai que des petits exercices assez simples, tu parles de sourire, moi ça me fait penser quelque chose, c'est que les zygomatiques, quand ils sont en train de... Donc les zygomatiques, c'est les muscles du sourire. Quand tu souris, même sans raison, le cerveau, lui, il va pas chercher à comprendre si tu vis vraiment une situation agréable. Il voit que tu souris, donc il se dit, elle va bien. D'accord. Et en fait, on manipule son cerveau. C'est hyper... moi, quand je fais de la redirection, j'en fais beaucoup, en fait, comme ça. C'est-à-dire qu'on va apprendre... Au lieu de laisser son cerveau être en pilote automatique, ce que la majorité des personnes font, on reprend le lead sur notre cerveau.
C'est moi qui décide, c'est moi le chef dans ma tête. C'est ce qui fait... Alors, pour rebondir sur tes accompagnements, c'est toutes ces choses-là qui font la différence entre un accompagnement de développement personnel dit classique, un petit peu tous les mêmes, et ce que tu proposes toi, en fait. Moi, je vais plus partir sur le développement de l'être plutôt que le développement personnel. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, les développements perso, je forme des coachs et du coup, je les invite dans ce sens-là à adapter à la personne. Et tout à l'heure, je parlais de valeurs, de besoins, etc. Dans le développement perso, on va aller faire ce genre de découverte parce que c'est important de connaître ses valeurs, savoir poser ses limites, etc. Mais encore une fois, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont celles que j'ai apprises, qu'on m'a léguées? Oui. Mes besoins, en général, les gens, si en étant petit, on n'a pas respecté ses limites, et franchement, mais en tant que parent, on fait vraiment comme on peut, mais il y a des moments où on ne se rend pas compte à quel point on apprend des petits aux enfants. Si on ne respecte pas tes limites, c'est pas grave. Et ça peut être simplement le fait de piquer une frite dans une assiette à un enfant, c'est un geste banal. Mais on est en train de lui expliquer, c'est ton assiette, c'est à toi, mais je viens de prendre et tu n'as rien à dire en fait. Et ça, il faut vraiment aller, parce que c'est la base. Après, évidemment, on parle de blessures émotionnelles et tout ça, c'est hyper important. Il y en a... c'est tellement vaste. Mais encore une fois, chaque personne n'a pas... c'est du cas par cas, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que, tu vois, quand tu as affaire à quelqu'un qui a vécu des choses qui ont pu être difficiles comme moi, je ne vais pas aborder de la même manière que quelqu'un... qui n'a pas eu ces mêmes épreuves, qui ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas de la même manière. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de, d'échelle de souffrance. Il y a des personnes, je vais exagérer, il y a des personnes, elles vont perdre un bras, c'est pas très grave, et d'autres qui vont perdre un doigt, ça prend des proportions, et ça, c'est propre à chacun, c'est propre à... notre sensibilité, notre façon de vivre les choses, et on a le droit de... Parce que tu vois, au Resto du Cœur, c'était un atelier, j'animais du groupe aussi, et déjà si jeune, et j'ai fait des erreurs, du coup, parce que ils m'ont aidé à grandir là-dessus, mais l'estime de soi, la confiance, tout ça, il y a des personnes qui vont être en grand manque d'estime d'eux-mêmes, pourtant, et de confiance en eux. Et pourtant, ils ont grandi dans une famille où les parents pouvaient être justement enveloppants ou même carriéristes, etc. Mais ça peut entacher en fait l'estime de soi parce que l'enfant va se dire « mais j'arriverai jamais à être comme eux ». Tu vois, dans le message inconscient. Donc, ce n'est pas qu'une question de trauma que de vivre les choses. Parce que moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « mais moi, j'ai rien vécu ». Oui, mais pour autant, qui tu es aujourd'hui? Tu as du mal à faire telle ou telle chose. Alors, c'est que tu as des problématiques aussi. Et puis, tu as le droit d'avancer comme tout le monde. Oui. Alors, tout ça, c'est un gros... un travail d'introspection sans cesse. La quête de sens. Oui, la quête de sens. Sans cesse. Et comment les mémoires enfouies, toutes ces choses sur lesquelles on a mis des couches de « je veux pas le voir, je veux pas le voir, je veux pas le voir », cet instinct de survie, comment elles sortent, comment elles se manifestent, comment elles ressurgissent en fait chez les personnes. Ça va être en fait surtout, on parle de symptômes, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose souci aujourd'hui. Ou quand je demande à une personne, pour toi, pourquoi tu n'avances pas? Voilà, et ils vont me donner une raison. Je sais que c'est pas celle-ci. D'accord. C'est en généralement pas la bonne réponse. C'est ce qui va donner le point de départ. C'est important parce que notre cerveau est ainsi fait qu'il va te donner, comme il donne un morceau de viande à un chien pour s'occuper, donc il s'occupe du morceau de viande, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a vraiment à travailler. Pourquoi? Parce que si tu vas t'occuper de là où... Ça fait mal. En fait, pour lui, tu n'es pas en capacité, pour ton cerveau, tu n'es pas en capacité d'assumer les conséquences de ce changement.
et de cette compréhension. Ouais, oui. Du coup, par protection, il va te faire t'occuper d'autres choses. Oui, oui, oui. En fait, on s'en va à travers cette transformation, on s'en va vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et du coup, on a peur d'y aller. Pourtant, c'est qui tu es. Oui, vraiment. C'est ça, absolument. Mais on ne la connaît pas, cette nouvelle moi, cette nouvelle personne. Donc, on a tendance à rester dans ce qu'on connaît, ce qu'on appelle la zone de confort, en fait. Ouais, la zone de connu. Pourquoi tu vas te casser la tête, le cerveau, il va te dire... Qui est inconfortable, mais on y reste quand même. Et en général... Parce qu'on se connaît très, très bien dans cette zone-là. Bien sûr, on se connaît et on gère très bien ce qui ne va pas. On a l'habitude. C'est ça. C'est douloureux, c'est souffrant. On n'en peut plus, on est fatigué. Mais on sait le faire. Tandis que la nouvelle qui va savoir, la nouvelle nous qui sait ne pas s'énerver, faire un sourire, trouver... on la connaît pas, elle, en fait. Puis aller vers, quelque chose que tu as envie de créer. Il y a combien de personnes qui veulent aujourd'hui lâcher leur boulot, qui veulent... et en fait, ils sont pas bien dans leur travail. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se saoulent tous les jours à se dire... Ils vont travailler avec des pieds de plomb, et du coup, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça en vient à faire une chose, c'est qu'on attend avec impatience le week-end, des anniversaires, des fêtes, pour dire de ressentir de la vie, tu vois. Et puis après, une fois que le week-end arrive, le dimanche soir, c'est terrible pour les gens. Il faut repartir. Et ça recommence. Et quand on arrive à souhaiter les vacances, avoir toujours quelque chose, en fait, déjà, c'est normal que la vie passe vite, tu vois, parce qu'on est toujours à attendre quelque chose. Et là, c'est tu te dis, il y a quelque chose qui se joue pas dans ma vie. Et en fait, dans ces cas-là, c'est pas changer de travail qu'il faut faire, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour amener de la respiration dans ma vie, et du coup de se connaître, tu vois, c'est de se dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de... Et en fait, on ne sait pas ça, on fait que... Parfois, on n'a donc même pas conscience que le dimanche soir, on n'est pas bien. Enfin, on le ressent dans notre corps, ça on le ressent, mais avoir conscience que... Pour beaucoup de personnes, le dimanche soir, c'est angoissant. Ah oui, c'est vrai. C'est angoissant parce que ça repart et aujourd'hui, tu es tellement crevé que le week-end, en fait, il te sert à quoi? Les courses, le ménage, tu fais un repas le soir avec des amis, et puis le dimanche, compliqué, voilà. Et puis, en fait, tu n'as pas l'impression de vivre. Et aujourd'hui, c'est possible de faire différemment. C'est pas en changeant de travail, parce qu'on a besoin fondamentalement de sécurité. Ça peut venir après, en fait. Ça vient après. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes diabolisent leur travail, mais parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à diaboliser, j'ai envie de te dire. C'est ce qui nous prend plus de temps. Mais c'est pas ça, en fait. En général, beaucoup de personnes, mais en tout cas qui sont entrées dans mes accompagnements, avec cette diabolisation du travail, sont ressorties et en ayant une toute autre vision, en disant, OK, je vois mon travail comme quelque chose d'alimentaire, ça ne sera pas toute ma vie, mais c'est qu'est-ce que je peux venir amener en parallèle pour m'amener de l'air, de la respiration. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui, quand je discute avec elles dans mes accompagnements, il y a des trésors cachés enfouis. Il y en a qui peuvent tricoter, il y en a qui peuvent créer, il y en a qui aiment faire du parapente. Ils aiment, mais ils ne mettent pas en place. Alors que c'est juste ça, en fait. Aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher des choses extraordinaires. C'est quand même... Moi, j'ai fait beaucoup d'années de transformation. Je sais tout ce que tu expliques. Je l'ai tellement vécu à l'intérieur. Enfin, ma vie, elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle a pu être il y a une dizaine d'années. Et alors, j'ai eu cette chance je suis jamais allée travailler avec des pieds de plomb. J'allais toujours, mais il y avait des moments pas toujours. Ça, c'est arrivé que parfois au travail, c'est pas toujours linéaire, quoi. Et je me servais de ce lieu-là pour apprendre ce que ça me faisait, comment ça me touchait, ce que je pouvais transformer. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et même le lieu de travail, il m'a permis Mais c'est vrai que le mot transformer et transcender, c'est pas le même mot. Et transcender, c'est encore plus fort. Et une fois qu'on a réussi à transcender des choses,
ça change la vie quand même. Transcender, ça va être la transformation et de la conscience en même temps. Tu vois, c'est ça, parce que à la base, tu as une information, et puis, comment dire, ça vient, il y a une prise de conscience ensuite. La prise de conscience, ça sert à rien du tout si c'est pas suivi d'une action. Donc après, on va parler d'action, on va parler d'expérimentation, et très souvent, les personnes s'arrêtent à l'expérimentation. Mais en fait, c'est pas là qu'il faut s'arrêter. Ok, j'expérimente, mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en comprends ? Comment je mets en place les choses, tu vois ? Et comment je le fais perdurer dans le temps ? C'est ça. Oui, ça aussi. C'est pour ça, tu vois, que dans mes accompagnements, c'est quelques mois, c'est 6 mois pour la majorité, parce que c'est une présence de ma part quotidienne. Parce que tu vois, quand tu vas voir, comment dire, on va voir des psys, et j'encourage toujours à aller voir les psys, comment dire, et pas quand ça va mal. C'est pas quand c'est... Parce que souvent, on est dans le curatif. Nous, en France, on est très comme ça. On est dans le préventif, c'est-à-dire que tout va bien, mais est-ce que je pourrais avoir un autre regard pour voir et voilà. Et du coup, j'ai un trou. Je sais plus ce que je disais. Ça me reviendra. Transformer. Oui, transformer. Voilà, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment dire, comment je peux aller vers une autre, enfin, en tout cas, créer une autre réalité pour moi que ce qui me dérange au quotidien et l'expérience. Tu disais, tu es beaucoup présente une fois que les personnes ont... Alors, on prend conscience au fil de l'accompagnement, on prend conscience de certaines choses, mais si on n'en fait rien, il ne se passera rien. Oui, et puis aussi... Et tu es très présente, tu disais, quotidiennement. Merci. Oui, parce qu'en fait, quand tu vas voir un psy, eh bien, en fait, c'est de la même manière que quand je faisais des rendez-vous individuels. Les gens repartent, ils sont boostés à fond. Pendant 3-4 jours, c'est les maîtres du monde, mais ça redescend. C'est comme de la vitamine C, tu vois, ça reste que 24 heures, voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, très rapidement, on revient dans le même environnement, on revient dans les mêmes habitudes, et du coup, c'est difficile de maintenir. Alors, de ce fait-là, mes accompagnements, c'est vraiment quotidien, parce que ça a permis de maintenir. Donc, quand il y a des personnes qui flanchent un peu, parce qu'on ne peut pas être constant tous les jours. Et ça, c'est OK. Il y a même des personnes à qui je dis, écoute, pendant une semaine, tu ne fais rien. Ça fait partie de l'accompagnement aussi, que de dire, de savoir dire, non, moi là, j'ai besoin de repos, etc. Et c'est de se dire, voilà, je repêche. Et c'est de maintenir ce rythme pendant quelques mois qui fait que tu ne reviens pas en arrière. Et l'expérimentation, elle se fait dans la vie de tous les jours, en fait. Terrain de jeu, la cour de récré, pour apprendre, c'est la vie de tous les jours. La vie, c'est une pièce de théâtre. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie. Tout ce qu'il faut. Mais en fait, c'est ça qui est génial. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on me posait la question du pardon. Tu vois. Et je développe tout sur plusieurs axes. Le pardon pour quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à la spiritualité, à la vie après la vie, qui n'en a rien à faire. Et c'est OK. Et moi, je suis très contente que tout le monde ne soit pas aussi ouvert à ça, parce que, tu vois, je parle de médecins, je parle de gens qui vont t'opérer, ils ont de l'or dans les mains. Moi, je suis bien contente, en fait, qu'ils ne sont pas branchés énergie. Parce que non... bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est important. Il y a tout, il faut tout, et c'est hyper important. Mais ces gens, comment dire, là, qui sont pas ouverts, le pardon va être compliqué parce qu'il se situe que dans l'intellect. Et pour le cerveau, c'est pas entendable, en fait, que quelqu'un t'ait fait du mal, t'ait trahi, etc. Tu vois. Donc après, tu peux le comprendre aussi sur un deuxième plan qui va être le plan émotionnel. Et c'est compliqué de t'être senti trahi. Et du coup, voilà, tes émotions, faut les vivre, etc. Et le troisième pan que j'aime développer, qui est le mien, et ça va être l'aspect spirituel. Parce que la majorité des gens dans la spiritualité, dans tout ce qui va être dit ésotérique, vont, comment dire, et j'en discute énormément avec eux, je trouve en fait que ça manque de cohérence si on vit des expériences sur Terre qui sont douloureuses, des gens qui nous font mal, des trahisons, etc. Ça ne veut pas dire qu'on excuse, d'accord, encore une fois, mais de ce fait-là, si on a cette vision, comme je peux l'avoir, eh bien, la cohérence, ça va être de dire, mais en fait, je remercie les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, parce que c'est eux qui m'ont été
comment dire, j'ai appris grâce à eux. Donc en fait, le pardon, de mon point de vue, dans ce côté spirituel, il n'y a pas de sujet. Tu vois, je le vois sur trois aspects, et les personnes qui le prennent que intellectuellement, mais je leur dis, mais oui, effectivement, c'est pas juste ce que tu as vécu. Il n'y a pas de capacité sur l'instant à descendre dans les deux autres, tu vois. C'est vraiment, et comme quelqu'un qui vit que dans l'émotionnel, hyper compliqué, parce que ces émotions, elles vont être hyper décuplées. Après, tu peux vivre d'une manière intellectuelle, émotionnelle, et puis descendre. Et donc, quand tu arrives à cette façon de penser, c'est le recul. Tu vois. Et moi, je peux vivre ça dans les mêmes 5 minutes. C'est-à-dire qu'intellectuellement, je vais me dire c'est pas cool là, ce qu'on vient de me faire. Mais ça dure 30 secondes. Je descends au niveau de mes émotions parce que c'est important pour moi de vivre mon émotion à fond. Et après, je me dis qu'est-ce que j'ai à en comprendre. Tu vois. Et du coup, il n'y a pas de sujet sur le pardon, à mon sens. Ça me fait penser à l'âme, tu vois, corps, âme, esprit. L'âme, elle a quelque chose à faire dans tout ce travail. Oui. Alors, le truc de l'âme, c'est qu'elle est silencieuse. C'est-à-dire que elle va pas te dire, elle n'a pas d'ego, donc elle te dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, rien. Et elle va un peu déteindre, comme si tu mettais un jean blanc et un jean bleu brut dans la machine à laver. Ton blanc, il reste pas blanc, d'accord ? Elle va rester silencieuse parce que tu es dirigé intellectuellement, tu es dirigé par ton ego. Et encore une fois, l'ego, c'est pas diabolisé, on ne peut pas le supprimer, tout le monde là, parce que l'ego, c'est ton système nerveux, c'est tout ça. Tu vois, c'est toutes les mémoires qui ont été engrammées, donc partie de là. Et donc, c'est ce cheminement à l'intérieur de soi qui va aller travailler et spiritualiser ton ego, qui va permettre à l'âme de pouvoir s'exprimer, en fait, et faire ce pourquoi elle est venue. C'est pour ça que d'ailleurs, je te parlais de lecture d'âme, je forme à la lecture d'âme pour ça, parce que c'est complet de savoir ce que ton âme est venue réaliser, pourquoi, elle va avoir à vivre toujours les mêmes situations, pourquoi elle va être toujours confrontée à peut-être de l'autorité, j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment, il y a tellement de choses. Quand tu fais une lecture d'âme, tu comprends, et en fait, partie de là, tu peux mieux accompagner la personne. Tu sais pourquoi son âme est faite. Tu sais, il y a des personnes, je sais très bien qu'elles vont comprendre les choses de manière intellectuelle. Ça ne sert à rien d'aller leur faire comprendre d'une autre manière. C'est pour ça que j'adapte, en fait. D'accord. On a beaucoup de chance de pouvoir entrer dans ces accompagnements, parce que justement, si on se dit... ça va pas être pour moi ou autre, si finalement tu réussis à intégrer absolument tout le monde au sein de ces... Les personnes, quand elles viennent dans mon accompagnement, elles ne sont pas ce qu'elles font. Elles sont... Moi, je les vois comme une âme. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun objectif à atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas de pression, sinon celle qu'elles se mettent elles-mêmes. Et ça, je suis toujours en train de leur dire. Je pense que... Sois cool. Voilà, parce qu'en fait, on passe son temps à critiquer la manière de faire et d'être des personnes qui nous ont élevés, qui nous ont fait grandir, et on fait la même chose avec soi. Combien de personnes j'entends dire oui, mon père il était exigeant, il y avait ça, et puis oui, mais tu es en train de faire quoi toi ? La même chose. Le mot qui me vient, c'est encore une fois, prise de conscience. En fait, quand tu sais pas ce que tu sais pas, tu peux pas corriger ce dont tu n'as pas conscience. Quand tu prends vraiment le parti, moi c'est vraiment quelque chose que je me dirai toute ma vie, je resterai ignorante toute ma vie. Il y a ce truc de se dire, je sais plus qui a dit cette citation que je trouve très vraie, avec ce que je sais, je pourrais écrire un livre. D'ailleurs, il est écrit. Il faut juste que je fasse après les demandes pour qu'il soit publié, on verra la suite. Et avec ce que je ne sais pas, une bibliothèque. Ah oui, et oui.
Une belle leçon d'humilité, ça. C'est important. Parce que, complètement. Mais si demain, je me dis que je sais, en fait, je sais, et beaucoup, quand les personnes me parlent, alors tu demandais quand est-ce que je voyais si une personne était prête, etc. Moi, dès qu'on me dit je sais, je respecte. Si tu sais, ok, tu viens te mettre un plafond de verre sur la tête. Et quand on est formé, quand on a suivi des ateliers, et puis les personnes me disent je sais, bah, c'est dommage parce qu'en fait, moi j'estime que je connais les choses que quand je les ai vues peut-être d'une dizaine de manières différentes. Oui. Tu vois, tu ne te contentes pas que d'un apprentissage. Jamais. Sur un même sujet, je vais me former sur plein de façons différentes. Parce que si je te mets une bouteille d'eau entre nous deux, tu vas voir un côté, je vais voir l'autre, tu vois. Mais il y a celui-ci qui existe, et celui-ci au-dessus, en dessous, l'intérieur, tu vois. Et donc, jamais je dirais je sais. C'est un mot qui est proscrit pour moi. Je vais dire j'entends. Tu vois, et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne, ça va peut-être aussi m'interroger, mais je vais aller explorer. Ça ne changera pas ma façon de voir, parce que j'ai une façon de voir qui fait que personne ne peut me la changer. J'ai une foi incroyable en ce que je vis, etc. Mais je vais aller amener, je vais remplir ce que je vais aller... je vais me nourrir, en fait, des façons différentes de faire. On a beaucoup parlé de conscience, d'âme, de spiritualité, tout ça. Si on aborde maintenant le sujet vraiment des neurosciences, comment les neurosciences t'aident à expliquer et à valider les phénomènes de transformation chez les apprenants? Alors, comme je comprends la question, tu me diras si c'est OK. De la manière, en fait... tu vois, si par exemple, tu fais un soin énergétique qui a donc une incidence, une conséquence, scientifiquement, au niveau des neurosciences, quelqu'un qui va pas du tout être branché, spiritualité ou tout ça, à cette personne-là, comment tu vas lui expliquer l'impact du cerveau sur ce soin énergétique, tu vois, par exemple. En général, ceux qui ne sont pas branchés, ils ne viennent pas sur la table. Mais bon. Mais en fait, ce qui est... dans le soin énergétique et les neurosciences, moi, je vais aller appuyer sur l'environnement. Alors, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais le premier environnement, c'est notre façon de penser. OK ? Chaque cellule de notre corps génère 1,4 volts d'électricité. On a un champ électromagnétique, tu vois, du côté scientifique. Dès lors où tu vas voir quelqu'un, parce qu'il faut être clair, dans les soins énergétiques, moi j'en ai fait énormément, je suis marraine de plein de bébés spirituellement, je parle de ça parce que j'ai eu des dames qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, j'ai fait des soins et elles sont mamans. C'est pas parce que j'ai fait un soin, il y a un effet placebo qui est là aussi. Okay, ça, c'est chez tout le monde. Peut-être 20% de placebo et c'est OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, le fait de générer 1,4 volts d'électricité donc, dans chacune de nos cellules, on en a des milliards, d'accord ? Et bien, en fait, ça vient créer un champ électromagnétique qui va faire que tu vas attirer dans le champ les bonnes choses. À partir du moment où, dans ton cerveau, tu es persuadé de quelque chose... Tu es en train de donner matière. Là, je ne parle pas de loi d'attraction, de tout ça, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu es en train, toi, on est bourré d'électricité. Donc, tes pensées, elles vont... c'est des fréquences. Oui. Je ne rentre pas trop, tu vois, parce que ça peut être très technique. Et j'aime bien les choses soient simples, surtout que je ne peux pas répondre aux questions. Donc, voilà comment je le perçois et comment je vais expliquer un soin énergétique. Ce n'est pas juste... déjà, je trouve qu'en tant que thérapeute, pour moi, on est juste un outil. On ne sert à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça. On sert à quelque chose. Et voilà, l'énergie... fait ce qu'elle a à faire. Et moi, je sais que dans l'impact de mes mots, dans mes accompagnements, quand j'étais en rendez-vous individuel, etc., il y a une puissance qui va faire que la personne, puisque les mots sont choisis, parce qu'il y a une façon de connaître aussi le fonctionnement de l'humain, le cerveau, tout ce que tu veux, et ben, ça va déclencher quelque chose, un système de pensée chez l'autre, qui va faire que son environnement va changer. Et elle va mettre vie à d'autres choses.
Alors, de ce fait, tout ce qui est les mémoires enfouies, les schémas répétitifs, on parlait de croyances tout à l'heure. Comment tu travailles ça au niveau des connexions neuronales? En fait, ça va être déjà, il faut aller mettre de la conscience sur ce qu'ils vivent, mais aller à la racine. Ouais. Et le corps également, parce que dans mes accompagnements, il y a aussi le corps. Hein. Tu vois, on parle toujours de psychosomatique, mais il y a aussi somatico-psycho. C'est-à-dire que c'est pas que dans un sens. Dans un sens, ça va aussi dans l'autre, et ça vient libérer certaines choses sur le système nerveux. Et en fait, ça va être par la répétition, tout simplement. Des mêmes choses. Oui. Voilà, c'est assez... de toute façon, encore une fois, c'est du cas par cas. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être à l'aise, tu vois, on parle de l'émotion. Moi, il y a quelques années, ça aurait été très compliqué pour moi de me parler de l'émotionnel. D'accord. Parce que j'avais de la dissociation, j'étais coupée de tout ça, tu vois. Oui. Alors, ça veut dire que notre cerveau, il a une sorte de plasticité. Finalement, tout n'est pas figé. Heureusement. Ça se transforme. Et en répétant des exercices, exactement. On peut transformer, mais c'est une chance extraordinaire. Jusque la fin de notre vie, on crée. Mais tu vois, j'explique très souvent aux personnes, dans les habitudes, dans les croyances imitantes, dans pourquoi j'arrive pas à changer. Et bien en fait, c'est comme si demain, tu vas dans ton jardin. Ok, je te trace un cercle de 2 mètres et je te demande de faire mais 150 000 pas. Tu crois que ça va se passer comment? Là où tu as marché, ça va, il n'y a plus d'herbe qui va pousser, on est d'accord? C'est comme ça dans notre cerveau. Donc après, c'est compliqué parce que, pour prendre ce même exemple, si demain tu vas dans une forêt, tu es en train de faire une marche, voilà... Tout le monde passe toujours sur le même endroit. Est-ce que tu vas passer sur l'endroit qui est dégagé pour arriver de l'autre côté ou est-ce que tu vas passer là où il y a toutes les... Non. On va aller au plus simple. Tu vas aller au plus simple. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il nous faut une économie d'énergie. Si tu vas chercher l'autre chemin, ça te demande une énergie que tu n'as pas. Parce que tout le monde est fatigué. Mais ça, après, on peut aller, tu vois, dans tout ce qui va être... la nutrition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau nutriments, on est tous appauvris et que du coup, on n'a pas l'énergie pour aller chercher un autre fonctionnement. Oui, alors, ça demande un certain engagement de la part des personnes qui suivent les accompagnements, parce que à l'instant, tu viens de dire, les thérapeutes ne servent à rien. Ils ne servent à rien s'il n'y a pas en face un engagement de la personne qui vient chercher. C'est pas au thérapeute ou au formateur de faire le travail. Il apporte un outil, une expérience. C'est tout ça, ton expertise, tes outils. Mais si en face, tu as quelqu'un qui n'a pas envie de changer ou de se transformer, qui te rend presque responsable, toi, c'est à toi de faire le boulot parce que tu vois. Moi, il faut être engagé. Bien sûr, l'engagement envers soi. Dans sa transformation, dans son soin. Et tu vois, je le dis aux personnes, c'est OK de ne pas vouloir avancer. Moi, je respecte tout. Par contre, faut être aussi OK avec les conséquences. Oui, tout à fait. Si tu ne changes rien ne qui va changer. Voilà, donc c'est OK. Donc si tu viens me voir après pour me dire il y a ça, ben, en fait, je ne viendrai pas. Puis moi, je ne suis pas pour l'aide. Je trouve qu'aider, ce n'est pas aimer les gens. Je suis pour la responsabilisation. Aider, oui, une fois ou deux, mais après, c'est plus donner les moyens, tu vois, d'y arriver. Et moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que je veux. C'est pour ça que j'ai arrêté les rendez-vous individuels, même en médiumnité, etc. Parce que les gens, en fait, me disaient, mais tout ce que tu as vu, c'est arrivé, donc je reviens à un rendez-vous. Puis moi, arrivé un moment, je me suis dit, mais en fait, ils prennent pas leur vie en main. Je respecte le fait que les personnes aient besoin d'aller voir des voyants, etc. Chacun est comme il est. Mais en tout cas, quand moi, ma perception et le plan de conscience dans lequel je suis, c'est ça. Et je me suis dit, c'est pas les aider. Moi, ce que je veux, c'est leur donner des outils pour la vie. Parce que si tu aides les personnes sur un instant, sur une problématique, c'est super. Mais quand il va avoir de nouveau une nouvelle problématique, de nouveau, on va avoir besoin... Quelqu'un qui a faim, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Voilà, exactement. La dernière question, mais tu y as déjà répondu. Comment les neurosciences informent-elles ta méthode pour ancrer les nouvelles habitudes et maintenir le changement? C'est la répétition.
Chaque Entre jour, autres, sur le métier, remettez votre ouvrage. Ouais. Ouais. Il y a vraiment, c'est toute une Ouais. technique et ça s'entremêle avec énormément d'autres outils que j'ai la chance. En fait, je suis tellement guidée par quelque chose. Alors, certaines personnes vont appeler, parce que c'est pareil, j'ai une conception aujourd'hui assez particulière du monde, comme tout le monde l'appelle, l'au-delà. Pour moi, le premier guide, c'est moi-même, en fait, c'est mon âme. Et voilà, j'ai certaines informations qui descendent toutes seules. C'est même parfois assez frustrant parce que du coup, je ne sais pas trop ce que je dis. Alors, j'ai conscience de ce que je dis, importance. Voilà, mais dans ce qu'il faut à la personne sur l'instant, j'en suis même surprise à chaque fois. D'accord. Ouais, et c'est magique. Oui. On va bientôt arriver au temps qui nous est imparti pour cet entretien qui a été extrêmement riche. Pour suivre, pour s'inscrire dans tes accompagnements, tes formations, comment on fait? Tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet, donc www.modedescamps.fr. Mon Facebook également, Mode des Camps, mais avec la petite pastille bleue, page certifiée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui et ça, je pense que ça arrive à plusieurs personnes d'avoir son profil de dupliqué. Donc sur Facebook, ça fait comme une petite pastille bleue là, pastille bleue, d'accord. Ça, c'est le lien sécurisé et on est sûr de tomber sur toi. Sinon, mon site internet et voilà, www.modedescamps.fr. Et voilà, il y a des formations qui commencent là assez régulièrement. De toute façon, j'axe sur la lecture d'âme, sur un accompagnement qui s'appelle Métamorphose, qui vient amener le travail au niveau du cerveau. D'accord. Là, on parle de reprogrammation, redirection, etc. Également, la neuronutrition, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, c'est pas de la naturopathie. Je ne dis pas aux gens comment il faut qu'ils mangent. Ce n'est pas mon travail. Par contre, au niveau des nutriments, c'est-à-dire, je te donne un exemple pour clôturer. Dès le matin, en fait, tu as besoin de... il y a des hormones, d'accord. Je vais essayer d'être très, très... simple, on va parler de dopamine, tu vois, voilà, donc en fait, si tu n'as pas de la dopamine dès le matin, tu ne vas pas sécréter de noradrénaline, qui est l'hormone de l'action. Si tu ne sécrètes pas de ça, tu ne peux pas avoir l'acétylcholine, d'accord, qui est la concentration, tu ne peux pas non plus faire la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, et également de la mélatonine, donc ça veut dire que tu dors mal. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. Et donc, et encore, je simplifie. Donc, c'est important de repasser et savoir, en fait, voilà, comment on fonctionne. Donc, ça va de là, ça va du cerveau, mais ça va également sur tout ce qui... Il y a de la spiritualité également, d'accord. J'utilise le mot spirituel pour que les gens comprennent, mais on parle un peu de tout, et donc c'est 6 mois cet accompagnement. C'est pas une formation pour faire, c'est une formation pour être. D'accord. Et c'est une formation qui a été créée après l'appel du médecin en question, dont j'ai donné tout à l'heure l'exemple, parce qu'elle était allée voir un psy 4-5 séances pour une problématique, et elle m'a dit ça n'a pas avancé comme je voulais, et j'ai tellement évolué dans ton accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais me reproposer? Et donc j'ai créé Métamorphose grâce à sa demande, en fait. Alors peut-être je me trompe, mais donc tu proposes des accompagnements pour transformer les personnes qui y participent, et après des formations de formateurs. Après, d'accord. Je transmets. Alors j'imagine pour pouvoir être formateur, enfin suivre les formations de formateurs, il faut avoir vécu les transformations, je suppose. Je conçois pas donner une méthode à quelqu'un sans qu'il l'ait pas vécu, lui-même cheminer. Ça semble... Sauf la lecture d'âme, tu vois, la lecture d'âme, là c'est ouvert à toutes les personnes qui sont en rapport et en contact avec le public. Ça peut même être des professeurs, tu vois, pour bien comprendre les élèves, des éducateurs. Absolument tout le monde, même les personnes qui font des comment ça s'appelle, des bilans de compétences. C'est juste extraordinaire. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Les recrutements dans les entreprises, des choses comme ça. Voilà, c'est ouvert à tout le monde avec
un très très gros point, c'est la responsabilité qu'on a sur le chemin des autres. Je veux que les personnes comprennent ça. Voilà. On a envie de tout faire. Ben voilà, je pense que là, on est au terme du temps que l'on avait. C'était vraiment un super voyage. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir donné ce temps pour répondre à toutes ces questions. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de monde d'au moins aller visiter ton site internet pour voir ce que tu y proposes. Et toi qui aimes participer, laisser avec beaucoup de modestie, mais voilà, contribuer au développement des êtres humains que tu aimes tant, qu'il y aura beaucoup de monde pour participer à ces accompagnements. Encore merci Maude. Merci pour ton temps, Anne. Je t'en prie.